Madame, Monsieur, bonjour, très bon réveil à vous dans vos maisons. Le chef de l'État, Patrice Talon, donne une conférence de presse ce jeudi. Elle intervient quelques jours après le coup d'État déjoué au Bénin, un événement qui soulève encore des interrogations. Au-delà de cet épisode majeur, cette rencontre avec les journalistes devrait permettre au président de la République d'aborder plusieurs sujets clés, notamment les circonstances et les enseignements de ce coup d'État déjouer les dispositions prises pour renforcer la sécurité de l'État, le climat politique et social et les perspectives à l'approche des échéances électorales à venir. Qu'attendent réellement les Béninois de cette prise de parole? Quelle clarification il faut espérer et quel message le chef de l'État voudra-t-il adresser à la nation, à la classe politique ou à la communauté internationale? On en parle dans un instant dans le forum de discussion. Ensuite, le Bénin franchit une nouvelle étape dans la modernisation de son système éducatif. En conseil des ministres de ce mercredi, le gouvernement a décidé de la création de l'agence béninoise de téléenseignement. Une décision stratégique qui marque une volonté claire d'inscrire durablement le numérique au cœur de l'éducation nationale. Mais cette avancée soulève aussi des questions essentielles. Le téléenseignement peut-il devenir un véritable levier de réussite scolaire? Et justement, on posera la question à notre invité, mais aussi quelle garantie en matière de contenu pédagogique, d'encadrement, d'accès aux équipements et de connectivité, et bien quels défis techniques et sociaux institutionnel reste à relever. Je serai avec Victorien Dougnon. Il est maître de conférence en microbiologie au département de biologie humaine de l'école polytechnique de l'université d'Abomey-Calavi. Et puis retrouver justement dans votre émission d'Actu Matin de ce jeudi votre rubrique Actu sur le net avec Florence Bossard pour faire le point de vos commentaires et réactions sur les grands sujets de la semaine. À nouveau bonjour et bienvenue sur votre matinale, celle qui vous ouvre les portes d'une bonne journée. Nous allons suivre la une des quotidiens parus ce jeudi matin. Qu'est-ce qui fait la une des quotidiens parus ce jeudi matin? On commence par le quotidien Fraternité, actualité sociopolitique et état de la nation, talent à l'offensive. Rendez-vous ce jour avec la presse nationale pour des échanges. Ensuite, promulgation de la constitution révisée annoncée. Et puis, dernier discours au Parlement ce 23 décembre. Cannes Maroc 2025, retour sur les légendes et records qui ont façonné l'histoire. Les 5 matchs de la phase de groupe à ne pas manquer. Ces informations sont dans les colonnes du journal Fraternité. Puis à la découverte d'une plante à Akbaou, il s'agit bien entendu de Yantoto. Découvrez les secrets de cette plante dans les colonnes du journal Fraternité de ce jeudi matin. Dabarou municipal 2026 dans la cité des Koubourou, Zulkiful Zakari, le bloc républicain mise sur une jeunesse compétente pour Parakou. Et bien, tour sur un candidat crédible et rassembleur, bien entendu, dans les colonnes du journal Dabarou. Élection communale à Niki, à la découverte aussi du candidat bloc républicain Gounou Sariki Imoro. Élection communale et municipale à Sénat, remet les spécimens au parti en lice. Le quotidien Le Meilleur, à présent, élections communales et législatives 2026, les partis politiques en lice reçoivent des spécimens, des bulletins uniques. Et puis, phase 3 du programme redevabilité de la coopération suisse, la HAC signe mémorandum d'entente avec GFA Consulting Group. Et puis, modernisation des méthodes d'apprentissage au Bénin, le gouvernement crée l'agence béninoise de téléenseignement. L'emblème du jour, 27 ans au service de la justice, Joseph Fifame Djogbenou, une vie, un serment, une mission. Élections législatives et communales de 2026, les candidats ou non processus le renouveau à la rencontre des structures du 5e arrondissement. Bulletin unique, l'UP le renouveau prend part à l'étape clé
à la Sénat. Patrice Talon face aux journalistes, c'est ce jeudi matin. Et puis Fan Club Romadou Wadagne à Bomé, des prières élevées pour la paix du Bénin ce vendredi. Dynamise Info, discours sur l'état de la nation ce 23 décembre prochain. Dernier exercice pour Patrice Talon, mais dans un climat tendu, souligne Dynamise Info. Promulgation de la Constitution révisée, l'ère du septennat au Bénin ouverte. Martin libre à présent, crise politique au Bénin, CEDEAO, quel sort pour l'appel au dialogue et à des élections inclusives s'interroge le quotidien Matin libre ce jeudi matin. La loi révisant et complétant la constitution promulguée à Rossi était dans un vœu pieux. Ensuite, Coupe d'Afrique des Nations, Maroc 2025, remise de drapeau au guépard se joue une première en terre étrangère. Et puis à Djougou, un individu interpellé avec des munitions. La boussole constitution béninoise Talon promulgue la loi instituant le Sénat et le septennat. Après les événements du 7 décembre dernier, Talon face à la presse ce jeudi. Affaire candidat Zanaï, son parti dément les rumeurs de sa libération. Le confrère de la matinée, ceux qui ont marqué l'année 2025 au Bénin entre stabilité, réforme, rayonnement culturel et défis politiques. Les images sont à la une du quotidien. Le confrère de la matinée. Le matinal Bénin, nouvelle constitution entre en vigueur. Et puis actualité sociopolitique nationale, talent face à la presse ce jeudi. Les probables sujets au menu des échanges sont à lire dans les colonnes du journal Le Matinal. L'économiste à présent, financement du développement des pays africains. Le FAGAS signe un accord de partenariat avec l'UADC, marché financier régional. L'AMF et l'UMOA engagent le dialogue institutionnel après le Conseil des ministres de l'Union. Le pays émergent, participation au Bénin à la CAN Maroc 2025. Le ministère des Sports se vide 67 cadres et agents retenus pour faire du tourisme au royaume chérifien, soulignant le pays émergent. Ensuite, intervenant sur la radio algérienne, Dr Ilyas Sina Dongourou parle de la situation politique et sécuritaire du Bénin. Jeux africains de la jeunesse Angola 2025, déjà 2 médailles pour le Togo. L'autre quotidien, environ 10 jours après la tentative d'échouer de coup d'État, Patrice Talon s'entretient ce jour avec la presse nationale et internationale. Et puis, investiture des candidats du parti aux législatives du 11 janvier, l'appel fort à la mobilisation des militants pour ce scrutin. Promulgation de la Constitution révisée, le Bénin s'ouvre une nouvelle ère démocratique. Élections communales et législatives au Bénin, la HAC apporte des innovations pour une campagne médiatique alléchante. La nation, réforme constitutionnelle, la loi fondamentale révisée promulguée par le chef de l'État. Message sur l'état de la nation, Patrice Talon attendu au Parlement. On va finir avec fraternité à présent, actualité sociopolitique et état de la nation. Talent à l'offensive, souligne fraternité ce jeudi matin. Rendez-vous ce jour avec la presse nationale pour des échanges. Ensuite, promulgation de la Constitution révisée annoncée et dernier discours au Parlement ce 23 décembre. Et puis Cannes Maroc 2025, retour sur les légendes et records qui ont façonné l'histoire. Ensuite, les 5 matchs de la phase de groupe à ne pas manquer. Ces informations sont à lire dans les colonnes du journal Fraternité. Et puis enfin, à la découverte d'une plante Akbaou, le Nyantoto, les secrets sont à lire dans les colonnes du journal. Voilà pour vous pour la une des quotidiens parus ce jeudi matin. On va suivre le bulletin d'information.
Dans le sommaire de votre bulletin d'information, le professeur Dandé Yamou, élevé au rang de grand officier de l'Ordre national du Bénin, une reconnaissance de la nation qui vient saluer les efforts constants et le sens élevé du devoir de cette figure universitaire et institutionnelle. La cérémonie présidée par la vice-présidente du Bénin a connu la présence de tous les présidents d'institutions de la République. À suivre également les temps forts de la cérémonie d'investiture des candidats du Parti Bloc républicain aux élections législatives, communales et municipales de janvier 2026. Ces émissaires du Parti du Cheval Blanc Capré se mettent ainsi en ordre de bataille pour assurer la victoire dans la troisième circonscription électorale au soir de ces élections. Ingrid, bonjour. Eric, bonjour et bien bonjour à tous. La présidente de la Haute Cour de justice a été reçue dans l'Ordre national du Bénin au rang de grand officier. Oui, Eric, la cérémonie qui a consacré sa décoration s'est déroulée mardi au siège de l'institution qu'elle dirige. La distinction présidée par la vice-présidente du Bénin est une façon pour l'État béninois d'honorer professeur Dandé Yamou pour l'éminence de son cursus de formation et pour sa contribution au rayonnement du Bénin, comme rendu Vigile à Rodéon, Henri Ganti. Le port de cette étoile à 5 branches doublées de verre fait de Dandé Yamou grand officier de l'Ordre national. La nation reconnaissante rend ainsi hommage à une Amazone qui a pratiquement tout donné, notamment à travers son cursus de formation, les actes méritoires exceptionnels dont elle a fait montre aux différents postes de responsabilité qu'elle a occupés et sa contribution au rayonnement du Bénin. En vous élevant ce jour à la dignité de grand officier de l'Ordre national, la nation béninoise tout entière salue une pleine et riche vie consacrée au Bénin et au monde. La grande chancellerie, à travers cette décoration, forge une existence dédiée à la quête du savoir, à sa généreuse et bienfaisante transmission et un combat lucide pour les valeurs éthiques et sociales. Que les générations actuelles et à venir s'inspirent donc de votre vie. De l'enseignement primaire au supérieur en passant par le secondaire, Dandé Yamou a été un exemple. Major de la promotion 97 de l'ENA, elle poursuit ses études en France où elle obtient en 2000 sa maîtrise en droit international et européen avant de soutenir en 2006 sa thèse de doctorat en droit public à Paris Sud, ce qui lui ouvre les portes de l'enseignement supérieur en France et au Bénin. Lauréate du concours d'agrégation du CAMES section droit public depuis novembre 2013, Dandé Yamou accède au grade de professeur titulaire en 2018. Après plusieurs postes juridictionnels et administratifs, elle dirige depuis 2024 la Haute Cour de justice. Un parcours d'exception qui lui permet d'accéder aujourd'hui à l'avant-dernière marche des grades du plus prestigieux des ordres béninois. En accédant à la dignité de grand officier de l'Ordre national du Bénin, je sens et je ressens à la fois de la gratitude, de l'humilité et une conscience accrue des responsabilités que cette distinction engage. Pour la récipiendaire, cette cérémonie aurait pu se tenir à une date ultérieure par respect pour la mémoire des victimes des événements du 7 décembre dernier, dont le souvenir est encore vivace. Mais la grande chancellerie l'a voulu aujourd'hui, la preuve que le Bénin peut encore compter sur ceux qui, à la manière de Dandé Yamou, luttent pour son rayonnement et non pour le détruire. Adhésion d'un groupe de jeunes militants démocrates au bloc républicain. La cérémonie est placée sous le parrainage de Dominique Atchaoué, leader du parti d'accueil dans la commune d'Agbanizon. C'est aussi l'occasion de marquer leur désapprobation face aux événements survenus le 7 décembre dernier. Y met Hélène Amonso et Joël Vaudounon pour les précisions. Des retrouvailles pas comme d'ordinaire à Tanvert dans la commune d'Agbanizon. Autour de Dominique Atchaoué, l'ensemble des coordonnateurs d'arrondissement de la commune ainsi que bien d'autres invités et curieux. Le rassemblement consacre l'arrivée au bloc républicain d'un groupe de jeunes reconnus pour leur engagement à œuvrer pour le développement. Affiliés hier au Parti Les Démocrates, ces sociétaires du mouvement des jeunes combattants pour la patrie du Zou officialisent ici leur entrée au Parti du Cheval Blanc Cabré. Aujourd'hui, nous en sommes fiers d'être dans un pays où l'éclairage dans les zones d'ombre, la libre circulation des personnes et des biens, l'éducation de qualité,
la consommation en eau potable, les marchés et domaines sportifs sont à la portée de tous. Conscients de ces merveilleuses œuvres, nous, membres du mouvement des jeunes combattants pour la patrie du Zou, avons décidé d'adhérer au cheval gagnant afin de soutenir le PAG du gouvernement. Nous avons accueilli nos frères et sœurs, c'est parce qu'il y a une bonne collaboration. Et de deux, c'est parce que ces ex-membres du parti LD reconnaissent en la personne de l'honorable Dominique Atchaoué un leader, un bâtisseur. Faisant d'une pierre deux coups, l'assistance a saisi l'occasion pour donner sa position quant aux événements survenus le 7 décembre dernier. Pour tous, rien ne justifie cet acte antipatriotique perpétré par le groupe de soldats. Face à cette épreuve, la nation béninoise se doit de faire bloc. L'heure n'est ni au doute, ni à la division, mais à la discipline républicaine, à la cohésion nationale et à la mobilisation patriotique. C'est dans cet esprit que nous exprimons notre adhésion totale et résolue à l'autorité de l'État, notre soutien ferme à son Excellence Monsieur Patrice Talon, chef de l'État et chef suprême des armées, à son gouvernement ainsi qu'au peuple béninois uni derrière ces institutions légitimes. Tout en condamnant le putsch manqué, Dominique Atchaoué et ses compagnons ont également rendu hommage aux forces de défense et de sécurité qui, par leur action, ont démontré que la souveraineté nationale n'est ni négociable et demeure un rempart infranchissable. Les candidats du bloc républicain aux élections générales de janvier 2026 de la 3e circonscription électorale ont été investis. C'était la faveur d'une cérémonie présidée par le député Barthélémy Kassa qui a mobilisé des têtes couronnées et des délégations venues de Boukoumbe, Kobli, Materi autour des candidats. Voici le reportage. Voici les hommes et les femmes qui auront l'insigne honneur de conduire la liste du parti Bloc républicain aux élections générales de janvier 2026 dans la 3e circonscription électorale. Après la validation des listes par la Commission électorale nationale autonome, l'heure est à l'investiture des candidats. Un acte empreint de solennité, symbole de la confiance placée par le chef du parti sur chaque candidat et son suppléant. Chers candidats, vous engagez-vous à défendre vaillamment les couleurs du Bloc républicain à l'occasion des élections générales de janvier 2026 et à assurer la victoire du parti contre celle de tous autres partis? Oui, je m'engage. Chers candidats, enfin, saviez-vous qu'en cas de manquement au présent serment, vous vous exposez aux sanctions prévues par les statuts et le règlement intérieur du parti? Oui, je le sais. Merci. Après leur prestation de serment devant le comité diligenté par le Bureau exécutif national, les têtes couronnées et les parrains des candidats venus des 4 communes de la circonscription, l'honorable Barthélémy Kassa va au nom du président du parti BR prendre solennellement acte de leur prestation. Je prends acte de votre serment et vous déclare au nom du camarade Abdoulaye Diotane, président du Bloc républicain, investi candidat du Bloc républicain pour les élections générales de janvier 2026. Merci. Désormais investis comme candidats, ils entendent descendre sur le terrain dans les heures qui suivent pour allier le plus grand nombre d'électeurs jusque-là indécis à leur cause. Le Centre de documentation et d'information juridique rallume le flambeau de la démocratisation du livre juridique. L'entité basée à la Cour d'appel de Cotonou a inauguré la 3e édition des Journées du livre de droit. Au centre de cette nouvelle aventure, la justice et la protection des droits humains. Les détails dans ce reportage que nous proposent Hugues Vingbe et Elvis Tonoukoin. Le droit à l'information juridique, un levier pour l'accès à la justice et la protection des droits humains au Bénin. À travers ce thème conducteur de l'édition 2025 des Journées du livre de droit, le Centre de documentation et d'information juridique entend mettre au goût du jour son dispositif de promotion
des ouvrages juridiques. L'effectivité des droits commence par la connaissance du droit. Dans un environnement juridique en constante évolution, il est impératif de renforcer les mécanismes de diffusion du droit, de moderniser les supports d'information et de développer des approches innovantes, inclusives et adaptées aux réalités sociales. Le représentant du garde des Sceaux lance un appel à la génération émergente qu'il considère comme la cible première de ce programme. Je voudrais ici encourager particulièrement la jeunesse, les élèves et étudiants à saisir cette opportunité pour nourrir leur curiosité intellectuelle, développer leur esprit critique et renforcer leur engagement citoyen. Les allocutions protocolaires sont suivies de la visite du mini-marché de livres installé pour l'occasion. La première communication de la journée a été présentée sur le thème « Lire, comprendre et exercer ses droits, le rôle du livre, du numérique et des bibliothèques juridiques dans la citoyenneté et l'état de droit ». Du 16 au 18 décembre, les journées du livre de droit 2025, c'est des cafés juridiques, des ateliers thématiques et des espaces d'échange avec la jeunesse. Le petit carrefour donnant accès à l'hôpital de zone de Ménotin est de nouveau praticable. Après plusieurs mois de travaux, les populations circulent sur cette voie désormais réhabilitée. Il faut rappeler que par le passé, les usagers éprouvaient d'énormes difficultés sur cette voie jonchée de trous, précisément au niveau du carrefour. Vigila Rodéon a conduit une équipe de Canal 3 Bénin pour le constat. Et vous allez le voir, c'est le soulagement dans le rang des populations parce que tout a changé, souvent. Entre le 2 décembre 2024 et le 17 décembre 2025, la différence est flagrante. Ce petit carrefour qui mène à l'hôpital de zone de Ménotin, autrefois objet de tous les désagréments aux usagers, est redevenu praticable. Les trous qui rendaient la circulation pénible ont disparu. Le carrefour a été complètement reconstruit. Les populations peuvent donc circuler à nouveau sans craindre ni pour leur véhicule, ni pour leur intégrité physique. C'est du très bon travail, c'est bon. C'est une innovation et on a apprécié. On avait trop souffert ici, tel que la voie était gâtée et le véhicule venait tomber dedans. Heureusement, ils ont pu venir régler la voie maintenant. C'est très bon maintenant. Donc nous sommes très contents. Aujourd'hui, grâce à l'intervention du gouvernement, ce carrefour est entièrement réhabilité. Les travaux réalisés ont permis de remettre la route en bon état, d'améliorer la fluidité du trafic et d'assurer la sécurité des usagers. Nous sommes vraiment contents. Nous remercions le président Patrice Talon et tous les ouvriers qui ont travaillé ici. Par rapport à tout ce qu'il est en train de faire, tout a été bien fait et j'apprécie beaucoup. Je n'ai pas ici seul, il y a encore beaucoup de points dans le quartier à Cotonou qui sont comme ça. Donc il nous profite faire de les régler. Désormais, plus de bouts de bois ni de pneus usagés comme signalisation de fortune sur ce carrefour. Sa réhabilitation est un grand soulagement pour les usagers, notamment ceux qui fréquentent l'hôpital de zone de Ménotin. Et voilà, Eric, ce sera tout pour cette session d'information. Merci à vous, Ingrid, pour ce bulletin d'information. Je vous souhaite une bonne journée. Merci. On va retrouver, après votre bulletin, Candide pour la page sport. Candide, bonjour. Bonjour. C'est la CAN qui bat son plein. L'équipe part intensifie les préparatifs en prélude à la CAN 2025. Les jours se suivent et les séances s'enchaînent pour gagner notre saison au cours de leur stage de préparation. En prélude à la 35e édition de la Coupe d'Afrique et des Nations hier mercredi 7
coéquipiers ont tenu la dernière séance de groupe sur l'installation du CITA à Ben Slimane au Maroc avec un groupe désormais au grand complet presque. Les Guépards ont d'abord tenu une séance matinale en salle consacrée au renforcement musculaire avant d'aller vers le rectangle vert dans l'après-midi pour des ateliers spécifiques. Avec cette journée de travail chargée, le groupe a travaillé plusieurs points et bien entendu après cette journée, le groupe va quitter Ben Slimane ce jeudi matin pour rejoindre Rabat et s'installer à l'hôtel Touassan Palace, leur camp de base pour cette édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Dans l'après-midi de ce jeudi, à 15h précisément, il y aura la cérémonie officielle de remise du drapeau au guépard à l'ambassade du Bénin à Rabat, ce qui va marquer l'envoi en mission des 28 guépards convoqués par le sélectionneur, le technicien franco-allemand pour cette édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Le Bénin signe son retour et fera sa 5e apparition en phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Les défis sont connus et les objectifs sont clairs. Il faut le dire, le 23 décembre 2025, le Bénin fera officiellement son retour en Coupe d'Afrique des Nations après avoir manqué les 2 dernières éditions au Cameroun et en Côte d'Ivoire. Il s'agira de la 5e participation de l'équipe nationale du Bénin dans l'histoire de la compétition. L'apparition, sinon, les attentions des millions de Béninois et ce qui est tarot dans les esprits, c'est que les Guépards puissent rééditer l'exploit de 2019 où Stéphane Sesseyon et ses coéquipiers avaient atteint l'étape des quarts de finale. Il y a eu des apparitions après 2019, mais ce qui reste beaucoup plus dans les esprits, c'est la meilleure participation de l'équipe nationale du Bénin en 2019 à la Coupe d'Afrique des Nations, où l'équipe a passé le premier tour pour la toute première fois de son histoire. Pourtant, il y a eu des apparitions du Bénin avant 2019, il faut le dire. Hein, il y a eu 2004 en Tunisie, 2008 au Ghana et 2010 en Angola. Le dossier de ce jeudi s'intéresse à l'histoire du Bénin en phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Ils ont écrit l'histoire à la CAN Égypte 2019 en amenant l'équipe nationale aux portes des demi-finales d'une Coupe d'Afrique des Nations. Un niveau jamais atteint par la sélection nationale depuis sa première apparition à la CAN en 2004. C'est fait une belle CAN parce que on ne s'attendait pas à être jusqu'à ce niveau, mais bon, on a pu quand même montrer beaucoup de valeur par rapport à ce qu'on a pu faire dans cette compétition. Maintenant, on peut rentrer la tête haute. Depuis cet exploit, le Bénin n'a plus goûté à la saveur de la grande fête du football continental. 6 années sont derrière cette prouesse historique et le Bénin s'apprête à signer son retour en phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations après avoir manqué les 2 dernières éditions au Cameroun et en Côte d'Ivoire. Cette fois ça va aller, tout le monde vous accompagne, et on dit ensemble allez-y, je sais qu'on va gagner, vous êtes l'espoir du peuple, tout le monde vous... Voici où tout a commencé pour l'équipe nationale du Bénin. Le 27 janvier 2004 en Tunisie, l'équipe nationale du Bénin faisait son baptême du feu sur la scène africaine face au Bafana Bafana de l'Afrique du Sud. Le premier match de l'histoire du Bénin en phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, soldé par une défaite 2-0. Suivront 2 autres revers, 4-0 face aux Lions de l'Atlas du Maroc et 2-1 face aux Super Eagles du Nigeria. Le Bénin sort de la compétition au premier tour en terminant à la dernière place de son groupe, mais réussit à laisser une empreinte. Une première apparition dans la compétition et le Bénin réussit à inscrire son premier but en phase finale grâce à la réalisation de Moussa Latundi face au Nigeria. So watch this long throw into the box and a goal! And Benin have got their goal! Fully deserved. Le Bénin fait son retour en phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations au Ghana en 2008, 4 années après sa première apparition. Logé dans le groupe B pour leur 2e participation, au match Mogo et ses coéquipiers n'ont pu faire mieux qu'en 2004 en Tunisie. 3 défaites en autant de sorties. Pour leur entrée en lice, les écureuils d'alors s'inclinent 1-0 face aux Aigles du Mali. Au cours de la 2e journée,
Ils sont battus 4-1 par les éléphants de la Côte d'Ivoire avant de courber les Chines 2-0 pour leur troisième sortie de la phase des groupes face aux Super Eagles du Nigeria. L'équipe nationale du Bénin va enchaîner avec une nouvelle participation en Angola en 2010, la troisième de son histoire à la Coupe d'Afrique des Nations. Michel Dissué débarque sur le sol des Palancas Negras avec une nouvelle génération de jeunes joueurs, tels que Razak Omotoyosi et bien d'autres. Une édition au cours de laquelle le Bénin décroche son tout premier point à la Coupe d'Afrique des Nations. Face aux Mambas du Mozambique, à leur entrée en lice, les écureuils sont passés tout proches de s'offrir leur toute première victoire dans la compétition. Ils mènent 2-1 à la pause grâce aux réalisations de Razak Omotoyosi sur penalty à la 14e minute et Mouritala Ogoubi à la 20e minute de jeu. Ils se feront ensuite rattraper au score à la 53e minute. Score final, 2-2. Un résultat qui permet à la sélection nationale de débuter sa campagne avec espoir, mais derrière deux géants du continent se dressent sur le chemin. D'abord le voisin de l'Est, le Nigeria qui sort victorieux face au Bénin 1-0 et l'Égypte qui s'impose 2-0. L'épopée de 2019 en Égypte, l'édition au cours de laquelle Stéphane Sessegnon et ses coéquipiers déjouent tous les pronostics. Ils permettent au Bénin de sortir pour la première fois en 4 participations de la phase des groupes. En phase de poule, le Bénin réussit à s'accrocher à une 3e place dans le groupe F avec 3 matchs nuls. 2-2 face au Ghana avec un doublé historique de Michael Poté respectivement à la 2e et 63e minute de jeu. Nul de score vierge respectivement face à la Guinée-Bissau et au Cameroun. Des résultats suffisants qui permettent au Bénin d'être parmi les 4 meilleurs 3e du premier tour et de passer au tour suivant. En 8e de finale, Michel Dissué et ses hommes créent l'exploit face aux Lions de l'Atlas du Maroc. Le Bénin brouille les cartes à la 54e minute avec un but du défenseur Moïse Adileou. Mené au score, le Lion va rugir à la 76e minute grâce à un but d'En-Nesyri. Malgré l'irréparable commis par le capitaine Stéphane Sessegnon dans la surface de réparation, le score est resté intact. Les dieux du football ayant déjà choisi leur camp, Hakim Ziyech trouve le poteau dans les arrêts de jeu de la seconde période. Tout s'est joué à la fatidique séance des tirs au but où le Bénin s'impose avec 4 tirs réussis contre 1 et à 7 au quart de finale. Déjà passer les poules, c'était un moment historique. On l'a vu après le Cameroun, beaucoup de joie avec les supporters, beaucoup de joie dans notre vestiaire. Et voilà, après là, passer le Maroc en plus d'un... Voilà, avec le contexte, la physionomie du match, c'était incroyable. Il y a eu beaucoup d'émotions, beaucoup de nervosité à la fin. Donc c'est vrai qu'il y a eu des larmes, même des larmes de joie. Tombeur des Lions de l'Atlas, Stéphane Sessegnon et ses coéquipiers sont tombés sur d'autres lions plus féroces, ceux de la Teranga du Sénégal. À cette étape de la compétition, le Bénin s'incline sur un score d'1-0 et échoue aux portes des demi-finales. Il y a la défaite, mais là, je pense qu'on peut être fier de ce qu'on a fait aujourd'hui. C'était le plus important, de nous rendre fiers et de faire rendre le peuple béninois. Au cours de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, qui va se dérouler du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, l'équipe nationale du Bénin fera sa 5e apparition. Avec cette fois-ci Guénot commente, nombreux sont les défis qui attendent l'équipe nationale. Décrocher sa première victoire en phase finale et aller une nouvelle fois au-delà de la phase des groupes. De gros challenges dans un groupe T où le Bénin devra composer avec les léopards de la République démocratique du Congo, les zèbres du Botswana et les lions de la Teranga du Sénégal. Voilà donc l'histoire du Bénin en phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. 4 participations déjà, 2004, 2008, 2010 et 2019 où l'équipe a brisé le plafond de verre pour accéder à l'étape des quarts de finale où après avoir éliminé des lions de l'Atlas, ils sont tombés sur d'autres lions plus féroces, ceux de la Teranga du Sénégal qui leur ont montré la porte de leur retour au pays. Il faut dire quelques précisions pour Sadio
quelques précisions ajoutées à ce documentaire. Il faut le dire, après les différentes participations du Bénin, ces 4 différents sélectionneurs à la tête de l'équipe à chaque participation. En 2004, il y avait le Ghanéen Cécile Jones Atekwafiefio. En 2008, il y avait l'Allemand Reinhard Fabisch. Et puis en 2010, Michel Dissuet débarque à la tête de la sélection nationale où il a pu décrocher le tout premier point du Bénin en phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations avec l'équipe La Génération des Razak, Simoritala Goubi. Et puis en 2019, il a pu réaliser l'exploit historique, amener l'équipe en quart de finale. Cette fois-ci, où le Bénin s'apprête à faire sa 5e apparition en Coupe d'Afrique des Nations, c'est un autre technicien qui est sur le banc. Il s'agit du technicien franco-allemand Ganotro, lui qui fera sa 4e participation sur le banc d'une équipe nationale. Mais avec les Guépards, les défis sont nombreux, entre autres décrocher la toute première victoire officielle, décrocher les 3 premiers points du Bénin en phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais au-delà de ça, l'objectif sera de passer tout au moins la phase des groupes, amener l'équipe une nouvelle fois au 2e tour de la compétition. Beaucoup d'objectifs en vue pour la sélection nationale du Bénin qui continue de s'affûter pour cette échéance qui pointe à l'horizon, la 35e édition de la grande fête du football continental qui va se dérouler cette année du 21 décembre 2025 au 20 et au 18 janvier 2026. Allez, on va s'intéresser à autre chose maintenant, revenir au plan national. Ce mercredi, on a assisté à un match de la Ligue béninoise. Il s'agit d'un match qui a opposé le Topopo Football Club à Espoir FC à Saint-Valou. Il s'agit du match en retard de la 10e journée de la Ligue 1 béninoise saison 2025-2026. Les Lotto Boys ont arraché les 3 points face aux Soha Boys par un score triplé d'un but à 0. Et après cette confrontation, le classement actualisé reste toujours dominé par les Buffs du Borgou avec un total de 27 points au compteur, un goal différentiel de plus 9. La Sobema vient en 2e position avec 25 points au compteur, un goal différentiel de plus 10. 23 plus 5 pour Coton Football Club qui boucle le top 3 au classement. L'Autopopo est 4e au classement avec 21 points au compteur, un goal différentiel de plus 6. 20 plus 9 pour Aspa qui vient en 5e position. Damista Football Club de Ndali est 6e au classement avec 20 points au compteur, un goal différentiel de plus 4. 20 plus 3 pour l'équipe de Dynamo FC d'Abomey qui est 7e au classement. L'AS Cotonou 8e et pour Dragon Football Club est 9e au classement avec 15 points et un goal différentiel de moins 3. Direction l'Angola, direction des quarts de finale pour les Guépards du basketball 3 contre 3 après une victoire éclatante face à la Tunisie. Un bilan de 2 tiers pour les jeunes Guépardos du basketball qui ce mercredi ont décroché la qualification pour l'étape des quarts de finale. Il faut dire que pour le premier match, les jeunes béninois se sont imposés par un score de 11-3 à leurs homologues du Botswana avant de s'incliner 10 contre 11 devant les homologues du Comore. Et pour leur 3e match, leur 3e sortie dans la compétition, ils se sont offert une victoire à 17-16 pour décrocher leur place et aller en quart de finale. Une étape où ils vont aborder ce jeudi à partir de 15h40 heure de Cotonou. Pendant ce temps, les filles U16 du basketball 3 contre 3 vont jouer leurs différents matchs ce jeudi à partir de 10h05. Le Bénin sera face à l'équipe du Pays Haute et puis à 12h05 minutes, les filles vont en écoute avec leurs homologues de l'Ouganda pour le compte de leur 2e sortie dans la compétition en Angola. Eric, question s'arrêter ici. Ce sera tout pour ces informations sportives pour la CAN. On précise qu'une bonne partie de la délégation béninoise est déjà au Maroc. Le manque que Junior a été pour rejoindre l'effectif des Guépards du Bénin et poursuivre la préparation. Il faut dire, depuis le 10 décembre dernier, les Guépards ont entamé leur stage à Ben Slimane. Hier, ils ont obtenu leur dernière séance au
Ziadi à Ben Slimane. Et ce jeudi, ils vont quitter Ben Slimane pour rejoindre le camp de base à Rabat, où ils seront logés pour cette 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Et à 15h, il y aura la cérémonie officielle de remise de drapeau qui va marquer l'envoi en mission des Guépards du Bénin. Ça sera à l'ambassade du Bénin à Rabat au Maroc. On salue aussi les efforts du ministère des Sports qui a quand même étoffé la délégation avec des humoristes, des journalistes, bien d'autres acteurs. Oui, j'ai beaucoup d'acteurs qui sont aux côtés des Guépards du Bénin pour cette édition de la Coupe d'Afrique des Nations pour mieux porter les choses au public qui ne sera pas du côté du royaume chérifien pour cette édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Quand vous voyez ce qui se passe déjà au niveau même de la fêtière du football continental, notamment la Confédération africaine de football, où l'instance africaine a accordé une place importante, une place de choix aux créateurs de contenu pour quand même apporter leur notoriété à cette édition de la Coupe d'Afrique des Nations. On se dit que le ministère des Sports et la Fédération béninoise de football aussi s'inscrivent sur cette même ligne, même longueur d'onde pour quand même que la Coupe d'Afrique des Nations, toutes les coulisses de cette édition de la Coupe d'Afrique des Nations soient portées au dernier des Béninois. Allez, merci à vous, Candide. En tout cas, ça va être une très grande fête du côté du Maroc. On va scruter tout ceci dans tous les détails, grâce à votre participation aussi à cette CAN aussi, aux images, aux détails que vous allez partager avec nous. Et n'oubliez pas, la division sport de Canal 3 Bénin sera aux couleurs de cette édition de la Coupe d'Afrique des Nations avec un plateau spécial chaque soir. Non, chaque matin. À partir de 10h, un plateau baptisé CAN Royal Maroc 2025 où il y aura des décryptages de chaque match et des interviews, beaucoup de choses que la division sport de Canal 3 Bénin propose à nos téléspectateurs pour cette édition de la Coupe d'Afrique. Merci à vous, Candide. Passez une très bonne journée. Après vous, je serai avec mon invité. Nous allons parler justement de cette décision du gouvernement de ce mercredi en Conseil des ministres. Le gouvernement a décidé de la création de l'agence béninoise de téléenseignement, une décision stratégique qui marque une volonté claire d'inscrire durablement le numérique au cœur de l'éducation nationale. Mais avant, on marque une pause. Les fêtes de fin d'année commencent déjà sur Canal 3 Bénin. Du 20 novembre 2025 au 20 janvier 2026, c'est l'opération 2 égale 3. Sur toute prestation, obtenez un bonus après 2 commandes. Pour plus de précision, rapprochez-vous du service commercial.
Avec Canal 3 Bénin, passez d'agréables moments de fête de fin d'année. Canal 3 Bénin aux couleurs de la Coupe d'Afrique des Nations de football dans son édition 2025. Du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, vivez l'événement sportif le plus populaire en Afrique. Ce sera un plateau quotidien baptisé Cannes Royal Maroc 2021. Au menu, reportages, interviews, analyses, commentaires avec nos journalistes et leurs consultants. Il y aura aussi des directs avec nos envoyés spéciaux au Maroc. Cannes Royal Maroc 2025, nous vous emmènerons au cœur de l'épreuve reine de la Confédération africaine de football. Prenez le rendez-vous tous les jours à partir de 10h. Retour sur le plateau d'Actu Matin, le Bénin franchit une nouvelle étape dans la modernisation de son système éducatif. En conseil des ministres de ce mercredi, le gouvernement a décidé de la création de l'agence béninoise de téléenseignement, une décision stratégique qui marque une volonté claire d'inscrire durablement le numérique au cœur de l'éducation nationale. Mais cette avancée soulève aussi des préoccupations. Le téléenseignement peut-il devenir un véritable levier de réussite scolaire? Quelle garantie en matière de contenu pédagogique, d'encadrement, d'accès aux équipements et de connectivité? Quels défis justement techniques, sociaux et institutionnels restent à relever? Je vais poser ces questions à notre invité, Victorien Douillon. Il est maître de conférence en microbiologie au département de biologie humaine de l'école polytechnique d'Abomey-Calavi. Monsieur Victorien Douillon, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'être notre invité ce jeudi matin. C'est un plaisir. Allez, on va évoquer justement cette décision assez importante prise en conseil des ministres de ce mercredi par le gouvernement. Déjà, pourquoi le gouvernement béninois a-t-il jugé nécessaire de créer l'agence béninoise de téléenseignement? Merci beaucoup. Le gouvernement a décidé de créer cette agence à ce moment précis parce que justement, il vise à améliorer la qualité des enseignements. Et à cela, il faut ajouter également le contexte particulièrement marqué par un certain nombre de défis structurels du système éducatif, notamment la surcharge des effectifs, la disparité géographique, la limite d'accès des étudiants à un enseignement de qualité. Et surtout, la mise en ligne, n'est-ce pas, de la formation aux normes internationales. Alors je rappelle que vous participez activement à des projets de recherche multidisciplinaires visant à relever les défis de santé publique en Afrique et au-delà. Votre carrière témoigne d'un engagement profond envers l'excellence académique. En quoi ces décisions s'inscrivent-elles dans la vision globale de modernisation du système éducatif de façon globale? Merci beaucoup. Il faut dire que cette décision s'inscrit pleinement en fait dans la politique de transformation structurelle et numérique de l'éducation, déjà engagée en fait par l'État depuis plusieurs années. Et l'agence béninoise de téléenseignement constitue en réalité un instrument de modernisation des méthodes pédagogiques. Et en dehors de ces méthodes pédagogiques, nous avons aussi la diversification des formats d'apprentissage, parce que cette agence va piloter, bien qu'étant mise en place pour les 3 ordres d'enseignement de façon prioritaire pour l'année académique 2026-2027. Cette agence va vraiment piloter un programme qui se déroule depuis plusieurs mois maintenant au niveau de l'enseignement supérieur. Vous qui êtes aussi éducateur, enseignant, chercheur, justement, peut-on parler de changement de paradigme dans la manière d'enseigner et d'apprendre au Bénin? Absolument. C'est un changement de paradigme, parce que quand on parle de téléenseignement, on parle d'un passage de mode
centré sur la classe physique à un mode flexible, à un mode décentralisé et beaucoup plus centré sur l'apprenant maintenant. Et ça, c'est totalement le paradigme du siècle qui valorise véritablement l'autonomie, qui valorise l'apprentissage continu et l'usage massif des ressources numériques, ainsi que la mutualisation des contenus à l'échelle internationale. Donc, c'est une innovation, c'est un moment grandiose pour l'enseignement supérieur et par la suite pour l'enseignement secondaire et aussi l'enseignement primaire. Dans le relevé du Conseil des ministres, on a noté que ce programme va démarrer justement par l'enseignement supérieur dès la rentrée 2026-2027. Pourquoi ce choix de façon spécifique? Ce choix de façon spécifique parce que depuis quelques mois, il y a une équipe multidisciplinaire formidable de Béninois qui travaille d'arrache-pied. Je peux vous assurer que c'était un travail titanesque. Nous avons des cadres du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, nous avons des cadres du ministère du numérique, nous avons des cadres du ministère du cadre de vie qui fonctionnent pour lancer véritablement cette initiative au niveau de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique. Et vous avez là un peu cette image-là de ce à quoi va ressembler en fait les campus, le campus numérique. En exemple, nous en avons 5 au niveau du pays. Nous avons un campus numérique à Natitengu, un autre à Parakou, un à Cotonou, un à Calavi et un à Porto Novo. Donc, ces campus numériques représentent en fait ça va être le même modèle partout, hein? Ça va être le même modèle, mais avec quelques différences parce que ce n'est pas la même contenance par campus numérique. Nous avons des campus numériques de 500 places, nous en avons de 1500 places pour un total de 4000 places à l'échelle du pays. Et donc, vraiment, c'est à court terme, ce pilotage-là qui revient en fait à l'agence déployer de façon opérationnelle le téléenseignement dans l'enseignement supérieur. Et à moyen terme, nous avons surtout l'extension progressive vers les autres ordres d'enseignement. Et ça, c'est extrêmement important. Et à long terme, c'est positionner le Bénin comme un leader régional du numérique éducatif et garantir vraiment l'équité d'accès à tous les jeunes béninois. Alors, vous êtes aussi le directeur de l'école polytechnique d'Abomey-Calavi, de l'université d'Abomey-Calavi. Quand je prends votre cas, puisque on va constater l'effectivité de cette réforme dès la rentrée de 2026-2027, quelles sont les infrastructures numériques qui existent déjà et lesquelles devront être renforcées? Parce qu'il faut avoir des infrastructures numériques pour que ça marche. Bien sûr. Et je vous dis, dans la stratégie définie par tous ces acteurs qui sont à l'œuvre, on a un gros volet numérique. On ne peut pas parler de téléenseignement sans évoquer le numérique. Et donc, tous ces campus numériques dont j'ai parlé tantôt sont pourvus d'un gros volet numérique. Donc, nous avons des salles de classe adaptées au numérique, où nous avons des écrans interactifs, nous avons des caméras, nous avons des baffes, des haut-parleurs, pour permettre aux étudiants qui sont en salle d'interagir avec l'enseignant, le tuteur en salle, mais aussi aux étudiants qui ne viennent pas visiter ces campus numériques, de prendre leurs cours et de participer pleinement à l'expérience. Nous avons aussi des médiathèques qui sont constituées de ressources diverses pour permettre un auto-apprentissage à nos étudiants. Et là, le numérique joue un rôle extrêmement important. En ce qui concerne l'existant, nous avons une très belle expérience avec l'UNESTIM à travers le projet ADC qui a permis à l'UNESTIM au niveau de l'OCOSA de faire une très belle immersion dans le téléenseignement, mais de façon éparse. Au niveau de l'université d'Abomey-Calavi, par exemple, nous avons beaucoup d'acteurs qui ont non seulement des compétences, mais aussi des ressources matérielles pour permettre, n'est-ce pas, un bon démarrage de cette activité. Je voudrais préciser que l'EPAC, que j'ai l'honneur de diriger depuis quelques mois, dispose d'un studio, par exemple.
Mais nous ne nous arrêtons pas là. En dehors de ce studio. Le studio permet d'enregistrer des cours numériques et permet aux étudiants d'aller sur la plateforme et de prendre connaissance de ces cours. Mais nous allons embarquer des studios avec les différentes réflexions qui vont se faire au niveau des amphithéâtres de nos universités, notamment l'université d'Abomey-Calavi et l'université de Parakou. Alors, quel changement cela pourrait apporter dans l'effectif dans nos universités? Déjà, quand je prends l'école polytechnique d'Abomey-Calavi, c'est près de 2800 étudiants par an. Parfois, on a des problèmes d'espace au niveau des amphis. Avec le téléenseignement, ça pourrait régler un problème? Oui, le téléenseignement vient surtout pour régler le problème de qualité de l'offre de formation. D'accord. La question de massification est secondaire. D'accord. Mais de toute manière, nous venons véritablement à long terme désengorger en fait nos campus. Parce que les étudiants pourraient, depuis leur position, prendre connaissance. Bien sûr. L'idée, c'est que les étudiants puissent, depuis leur position, prendre connaissance des ressources pédagogiques. Mais il faut préciser, je me rappelle, le chef de l'État a été très sensible sur ce point. Et il ne souhaite pas vraiment cette déconnexion de la réalité des étudiants. Vous voyez, des universités? Non, des étudiants. Un étudiant qui commence par juste avoir accès à son ordinateur ou à son téléphone. Parfois, il peut être déconnecté de la réalité. C'est pour cela qu'on a opté pour les campus numériques, pour que les étudiants au maximum fassent l'exercice de se réveiller, de se dire j'ai un emploi du temps, je vais en salle. Même si les conditions sont nettement améliorées. Il va en salle, il va dans un campus numérique, il a ses ressources pédagogiques, il interagit avec un tuteur qui lui permet de suivre les ressources pédagogiques disponibles dans le campus numérique et aussi de mieux comprendre parce que le tuteur, il joue un rôle pendant et après. Donc, il y a un portail où l'étudiant peut poser des questions, le tuteur se connecter et interagir positivement avec ce groupe d'étudiants. Je pense que le chef d'État fait bien de manifester son inquiétude parce que comment garantir la qualité pédagogique en contexte de téléenseignement? La qualité, elle est garantie parce que, en fait, nous avons prévu dans le processus acquérir non seulement des ressources pédagogiques validées par des instances internationales. C'est le premier volet. Deuxièmement, nous avons prévu un conseil qui va s'approprier ces ressources pédagogiques, va s'assurer que ces ressources sont totalement en ligne avec le contexte béninois. Et nous avons également un gros volet de formation des tuteurs et des différents acteurs de la procédure. Et donc, tout ce processus vise à sortir des réalités certifiées pour assurer un enseignement de qualité à nos apprenants. Alors, comment éviter que le téléenseignement ne soit perçu comme un enseignement au rabais? Non, pas du tout. Le téléenseignement n'est pas on vient, au rabais. Non, pas du tout. Aujourd'hui, on a de très belles expériences dans d'autres pays, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, où les universités virtuelles mettent à la disposition des populations des diplômés totalement valables. Et ici, pour assurer que nous avons affaire à des diplômés totalement valables, il y a d'abord le changement de paradigme au niveau des différents acteurs. Il y a un volet de communication qui va démarrer incessamment. Il y a une très grosse équipe qui travaille dessus pour montrer véritablement aux différents acteurs que suivre une formation en téléenseignement ne veut pas dire être formé au rabais. Et aujourd'hui, nous avons un certain nombre de process qui nous permettent de checker la présence de l'étudiant. Donc, il ne s'agit pas de venir comme on vient dans un marché. Toute signature numérique laisse des traces. Donc, quand vous vous connectez, nous avons la possibilité de suivre le taux de décrochage. Nous avons la possibilité de dire, voilà, cet étudiant est régulier, il n'est pas régulier. Exactement comme quelqu'un qui se retrouve en situation physique. Et l'autre point essentiel que le chef de l'État a martelé, c'est que les compositions se feront en groupe avec ceux qui sont en physique.
Donc, il n'y a pas d'échappatoire pour un étudiant de faire juste un passage en ligne et estimer deux ou trois fois et espérer avoir un diplôme. Non, et ils seront tous évalués dans les mêmes conditions en termes. En tout cas, vous l'avez relevé tout à l'heure, les enseignants bénéficieront d'un accompagnement en termes de formation, mais aussi les adapter aux nouvelles méthodes de numérique. Mais pourtant, comment les rassurer, justement, ces enseignants-là, qui sont parfois réticents face au numérique? Déjà, il faut dire qu'aujourd'hui, ils ne sont pas très nombreux, les enseignants qui résistent au numérique. Parce que au niveau de l'enseignement supérieur, il y a eu de très belles réformes qui nous permettent aujourd'hui de valoriser nos compétences au niveau même des universités. Quand nous prenons les efforts consentis par la TCE, la délégation au contrôle de l'éthique, vous voyez, aujourd'hui, la majorité des enseignants arrivent à mettre déjà leur support de cours en ligne. Et pour mettre des supports de cours en ligne, c'est qu'il faut déjà faire recours au numérique. Moi, je me rappelle quand j'étais étudiant, on avait très peu de PowerPoint. Aujourd'hui, c'est très courant. Les enseignants font beaucoup de réunions, beaucoup de séances, de cours par Zoom, par Teams, avec leurs étudiants. Et donc, ce terrain favorable facilite en fait cette opération pour rassurer les enseignants. Donc, il s'agit de valoriser les compétences de ces enseignants-là, leur reconnaissance institutionnelle et l'appui technique continu. Je crois que la peur du numérique vient du fait que peut-être on ne maîtrise pas, on a peur d'être véritablement de se voir effacé. Et donc de se voir effacé. Mais quand on accompagne, on montre qu'il y a possibilité d'améliorer les compétences, il y a des formations disponibles, je suis rassuré que les étudiants, les enseignants plutôt, ne vont pas être réticents. Et donc, on va pouvoir intégrer progressivement le numérique davantage dans leur pratique. Et c'est qu'ainsi que nous pourrons calmer les réticences. J'ai encore 2 ou 3 questions pour vous, M. Victorien Douillon. Alors, comment on garantit une certaine équité d'accès au téléenseignement sur l'ensemble du territoire national? Quel est le maillage qu'on a prévu? Alors, déjà, les campus numériques sont disponibles sur toute l'étendue du territoire. D'accord. Et à l'intérieur des campus, il y a une connexion stable et permanente qui fait que l'étudiant qui arrive dans ces campus numériques a accès entièrement à la formation de qualité. Alors, est-ce que comment on dit, au niveau des formations, nous savons que nous avons plusieurs entités dans nos universités. Est-ce qu'on en a tenu compte? Le droit, la géographie, voilà, tout ça. Merci beaucoup. Et ça me fait sourire parce que ça faisait partie des discussions que nous avons eues. Et pour commencer, nous avons retenu les sciences économiques et de gestion et les sciences politiques. Donc, voilà les 2 domaines qui vont commencer à la rentrée 2026. Déjà à la rentrée, voilà, ok, d'accord. Et l'agence se chargera de progressivement monter en puissance et d'étendre le nécessaire. Allez, on va évoluer dans cet entretien. Alors, comment les apprenants eux-mêmes, justement, ou même les parents perçoivent-ils cette révolution annoncée? Alors, déjà, au niveau déjà à l'université. À l'université, j'ai eu la chance de présenter cette initiative à l'UNS Team, et je peux vous dire, l'engouement est grand. L'engouement est grand et ça ressemble un peu à l'excitation que nous-mêmes, membres de l'équipe de réflexion sur cette question, cet engouement que nous avons rejoint totalement ce que nous avons vu au niveau des étudiants d'Abomey. Et cela se comprend parce que, vous voyez, un parent d'élèves dont l'enfant vient d'avoir le baccalauréat, il vit à Natitengo, il souhaite aller à l'université, il faut l'envoyer à Cotonou. C'est ça. Il faut à Cotonou, il faut héberger, il faut s'assurer qu'il se déplace, qu'il se nourrisse correctement, sans oublier la déconnexion avec votre enfant, parce que même si vous l'appelez chaque jour, vous n'êtes pas certain de ce qu'il fait de ces journées. C'est ça. Alors que ici, nous avons des campus numériques qui sont proches des parents, qui sont proches des étudiants, et surtout l'environnement de ces campus, vous avez à l'image, vous voyez,
qui n'a pas envie de... C'est très moderne, hein, et puis bon, d'étudier dans ces conditions. Et donc, on a envie de revenir étudier. De revenir étudier, voilà. Je partage la même sensation. Et donc, on a ces mesures d'incitation des apprenants et aussi de leurs parents. Il y a une campagne de sensibilisation, de mobilisation qui va démarrer par l'équipe de communication dont je vous avais parlé tantôt, une équipe très active et opérationnelle qui va faire le tour, va faire des rencontres avec les représentants d'étudiants pour leur montrer le bien fondé, pour leur montrer en fait l'intérêt que le pays a de passer véritablement au numérique dans l'enseignement. Une dernière question en termes de perspective. À quoi ressemblera le système éducatif béninois d'ici 10 ans si le téléenseignement est pleinement réussi? Déjà, je ne sais pas pourquoi vous mettez cela au conditionnel. Nous avons des... Non, on a tous des défis à relever, bien sûr, avec la bonne des intentions. Tout à fait, mais nous avons des hommes et des femmes formidables qui se tuent à la tâche. Sous le leadership du chef de l'État et de son gouvernement, nous avons de très bonnes raisons de penser que le Bénin s'impose véritablement en matière de téléenseignement, en matière d'éducation numérique, comme l'un des pays africains les plus en avance. Je peux vous faire une confidence. Je discutais avec une délégation de l'université virtuelle du Sénégal. Et lors de nos échanges, ils m'ont confié que vraiment ce modèle, eux, ils n'y avaient pas pensé et que vraiment ça risque d'être une révolution en la matière et qu'ils, je vous le souffle, s'inspirerait véritablement de notre expérience pour améliorer ce qui se fait au niveau de l'université virtuelle. Merci à vous, Victorien Douillon. Vous êtes maître conférence en microbiologie au département de biologie humaine de l'école polytechnique d'Abomey-Calavi. Vous êtes aussi justement le directeur justement de l'EPAC. Merci de votre disponibilité. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne journée, très belle aventure justement pour le téléenseignement au Bénin. Madame, monsieur, Actu Matin se poursuit. Je vous retrouve tout à l'heure. Sur nos plateaux, les débats reposent sur le respect mutuel et la neutralité. Nous veillons à ce que les échanges restent axés sur les projets et les idées. Pas d'attaques personnelles et des discours de haine. Un média responsable, c'est un gage de confiance pour les citoyens. En période électorale, notre mission est d'informer avec rigueur, de veiller à un accès équitable à tous à l'espace médiatique et de garantir à chaque candidat une juste représentation. Un débat responsable, c'est la promesse d'élections apaisées. Le débat électoral doit pouvoir être une tribune d'idées. Faisons des débats sur les médias, un outil de paix, de transparence et de cohésion nationale. Notre rôle, c'est d'éclairer les électeurs avec professionnalisme et impartialité afin que chacun vote en toute conscience. Donner la parole à tous dans l'équité et la responsabilité, voilà le sens de notre engagement en période électorale. Les fêtes de fin d'année commencent déjà sur Canal 3 Bénin. Du 20 novembre 2025 au 20 janvier 2026, c'est l'opération 2 égale 3. Sur toute prestation, obtenez un bonus après 2 commandes. Pour plus de précision, rapprochez-vous du service commercial. Avec le Canal 3 Bénin, passez d'agréables moments de fête de fin d'année. Ça commence très bien, Florence Bossa. Bonjour. Bonjour à vous, bonjour à tous. Avec vous, on fait le point des sujets qui, justement, ont meublé les échanges sur les réseaux sociaux avec les internautes. Oui, justement, Eric, et cette semaine, l'Amazone en chef qui a bouclé ses 15 jours de cuisine d'affilée hier au Palais des Congrès. Et puis, cette triste nouvelle relative à Richard Gabeng-Bédé, figure montante du panafricanisme associatif qui a été assassiné à Cotonou alors qu'il cherchait à
régler un contentieux financier sont entre autres les sujets qui tiennent en haleine les internautes cette semaine sur la toile. Et donc, on va suivre cet élément résumé que je vous propose. L'Amazone en chef a bouclé 15 jours de cuisine d'affilée dans la soirée du mardi 16 décembre 2025 au Palais des Congrès. Pour son défi culinaire débuté le 1er décembre, elle s'était fixée pour objectif de cuisiner des plats béninois pendant 15 jours. 15 jours d'endurance, de discipline et de passion portés par une mobilisation nationale exceptionnelle. Dès le lancement du marathon, le 1er décembre 2025, les Béninois se sont massivement mobilisés autour de l'initiative sur les réseaux sociaux à travers des publications et partages de publications, notamment celle de la page Facebook de Quitte son nom. Aussi, jour et nuit, des citoyens venus de divers horizons ont-ils convergé vers le Palais des Congrès pour soulever la chef. Jeunes, professionnels, artistes ou personnalités publiques, toutes les composantes de la société béninoise se sont retrouvées autour de ce challenge, faisant du site un véritable lieu de rassemblement et de communion populaire. Le président de la République, la première dame et les 77 maires du Bénin font partie des personnalités de l'État ayant effectué le déplacement du Palais des Congrès pour célébrer la gastronomie béninoise. Autre sujet commenté sur les réseaux sociaux, Richard Gabin Gbede, figure montante du panafricanisme associatif, a été assassiné à Cotonou alors qu'il cherchait à régler un contentieux financier. Parmi les mises en cause figure Jeannot Agbanra, qui se présente comme journaliste culturel et collaborateur d'une radio chrétienne. Devant les magistrats du paquet, il a reconnu avoir porté un coup de couteau à la victime. D'après ses déclarations, Richard Gabin Gbede aurait tenté de se défendre avant l'intervention d'autres personnes présentées comme co-auteurs qui auraient poursuivi et achevé l'agression. Le corps a été ensuite abandonné. Les éléments de l'enquête font état d'une relation professionnelle dégradée entre la victime et certains de ses collaborateurs. Promoteur d'un projet panafricain, axé sur l'entraide, Richard Gabin Gbede menait des activités à Lomé et à Cotonou dans le cadre du projet Comité international de la solidarité africaine. Des tensions se seraient éclatées au fil du temps, notamment autour de fonds dont l'utilisation aurait été contestée, entraînant une rupture avec son relais à Cotonou. Au début du mois de décembre 2025, Richard Gabin Gbede s'est rendu à Cotonou pour une rencontre présenté comme un échange direct visant à clarifier la situation. Les aveux situent le lieu du crime entre Togben et Ouida dans le département de l'Atlantique. Le mobile évoqué par les enquêteurs demeure financier. Le corps de la victime jeté dans un caniveau a été inhumé par les services de la voirie avant d'être formellement identifié. À ce stade de la procédure, 2 personnes ont été placées en détention, tandis que 2 autres sont activement recherchées. Une audience est annoncée le 13 janvier 2026. Sur les réseaux sociaux, les émotions sont vives. En une semaine, une trentaine de personnes ont été interpellées dans le cadre des événements du 7 décembre dernier où un groupe de soldats tentait de renverser le pouvoir au Bénin. Après les auditions, elles ont été toutes placées sous mandat de dépôt. Ont également été interpellés dans ce dossier l'acteur politique Candide Azonaï, la journaliste Angela Kbeidja et le député du parti Les Démocrates Sono Soumaïla. Le fils de l'ancien président Boni Yahi a été arrêté puis relâché et mis sous contrôle judiciaire. Voilà, Eric, les sujets qui font objet de débat sur la toile cette semaine. Allez, Florence, on va suivre à présent les vidéos que vous avez concoctées pour Exactement, on va regarder. Mais il y a quel problème? Lady, qu'est-ce que tu dis par rapport à ce qu'on t'a demandé hier nuit? Mais vous m'avez demandé quoi même? L'argent pour la fête? Mais qui même vous a dit que j'ai de l'argent? Mais vous avez de belles tenues, hein? Par exemple, celle que vous avez portée.
Mais elles sont bien pour la fête. Là, dis quoi? Tu nous prends pour qui? Hein? Pour mes femmes adorées. Pour tes vieilles peaux, hein. Quand tu me draguais là, tu me donnais tout ce que je voulais. Mais depuis que je suis sous ton toit, voilà souffrance. C'est pas que les jeunes de maintenant ne veulent plus se marier. Moi, Lisette, ta deuxième femme de Ladi, un vieux poueux comme ça. Ladi, moi là, je ne parle pas beaucoup. Tu sais ce que c'est que le sévrage? Si tu ne connais pas là, il faut demander. Ça va chauffer maintenant. Oui! Regardez ce qui va se passer ici. C'est pitiable. Voilà, Eric, ce sera tout pour Actu sur le net pour le compte de cette semaine. Merci à vous, Florence. Merci. On va se retrouver le jeudi prochain pour notre numéro de votre rubrique Actu sur le net avec d'autres informations concoctées pour nous sur la toile. Actu Matin se poursuit. On va installer le forum de discussion. Canal 3 béné aux couleurs de la Coupe d'Afrique des Nations de football dans son édition 2025. Du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, vivez l'événement sportif le plus populaire en Afrique. Ce sera un plateau quotidien baptisé Cannes Royal Maroc 2021. Au menu, reportages, interviews, analyses, commentaires avec nos journalistes et leurs consultants. Il y aura aussi des directs avec nos envoyés spéciaux au Maroc. Cannes Royal Maroc 2025, nous vous emmènerons au cœur de l'épreuve reine de la Confédération africaine de football. Prenez le rendez-vous tous les jours à partir de 10h. Les lignes haute tension alimentent nos foyers, mais elles peuvent devenir mortelles si leurs emprises sont occupées. Une emprise, c'est la zone réservée pour installer, entretenir et réparer les lignes électriques. Sa largeur dépend de la tension et du type de route. Libérer les emprises, c'est éviter les coupures, sécuriser les installations et protéger la population contre les accidents. Occupation illégale égale danger, électrocution, incendie, coupure massive. Avant toute activité près d'une ligne, demandez un permis, informez la SB2E et respectez les consignes de sécurité. Libérer les emprises, c'est protéger des vies et garantir l'électricité pour tous. Ensemble, faisons de la sécurité une priorité. La SB2E, des femmes et des hommes à votre service, 24 heures sur 24. De la société civile et surtout des médias qui aussi ne s'engagent pas, mettons, dans le jeu afin de l'expliquer suffisamment aux populations. Je pense que ceux qui
nous ont entraînés dans la fièvre du renouveau démocratique en 90, ont fait ce qu'il fallait, ce qu'ils pouvaient, mais aujourd'hui que nous avons avec le recul constaté tous les problèmes qu'il y a autour, nous pouvons commencer à les corriger courageusement et redonner le pouvoir aux citoyens électeurs. Il faudra aussi montrer l'exemple. Et on n'a pas l'impression que nos aînés nous aident beaucoup. Ils ne nous aident pas parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Ceux qui s'opposent à un gouvernement ne s'opposent pas à ce gouvernement-là forcément parce que le pays recule. Ils s'opposent à ce gouvernement-là peut-être parce qu'on leur demande de le faire. Il y a des télécommandes qui disent ce président-là, il faut l'arrêter. Celui-là, il faut faire en sorte qu'il dégage. Et celui-là, il faut faire en sorte qu'il n'atteigne pas, qu'il ne réussisse pas tel projet. Vous voyez? Donc, il y a de ces choses-là qui se font avec les nationaux. Et c'est pour ça que les hommes politiques doivent faire attention à travailler pour le pays plutôt que pour d'autres intérêts qui ne sont pas des intérêts nationaux. Franck Arnaud, bonjour. Bonjour Eric. Ulrich Gaba, bonjour. Bonjour. Retour à vous, vous avez Merci. manqué. Patrice Talon donne conférence de presse ce jeudi matin. Il intervient quelques jours après le coup d'État déjoué au Bénin, un événement qui soulève encore des interrogations. Alors, au-delà de cet épisode majeur, cette rencontre avec les journalistes devrait permettre au chef de l'État d'aborder plusieurs préoccupations, les circonstances et les enseignements de ce coup d'État déjoué, les dispositions prises pour renforcer la sécurité de l'État et le climat politique et social et les perspectives à l'approche des échéances électorales à venir. Alors, qu'attendent réellement les Béninois de cette prise de parole? Quelle clarification il faut espérer et quel message le chef de l'État voudra-t-il adresser à la nation? On en parle justement avec nos deux débatteurs. Franck Arnaud, bonjour. Oui. Cette conférence de presse, est-ce qu'elle était attendue selon vous? C'est vrai qu'avec les explications données par le porte-parole du gouvernement et tout ce que nous avons eu comme émission, passage sur les médias, des différentes personnalités, des ministres et certains proches de l'État, je pense que c'était moins attendu que d'autres activités. Mais bon, c'est le chef de l'État et vous savez, quand l'information n'est pas assez bonne, l'information n'est pas bien circoncise, et puis quand vous n'avez pas les bonnes informations et la façon dont on doit gérer l'information en temps de crise, ça peut aller dans tous les sens. Pour moi, j'inscris cela. Et vous avez tout dit dans votre introduction. Nous rappeler un peu les circonstances de ce qu'il s'est passé, comment la crise est en train d'être gérée, parce que nous sommes toujours en crise, non pas pour faire peur aux populations, non pas pour leur dire, écoutez, ne vaquez pas à vos occupations, mais parce que, eh bien, on ne sait pas ces velléités-là, où est-ce que ça se loge actuellement. Il y en a qui sont détruits, ils sont toujours en fuite. Est-ce qu'ils vont revenir à la charge? Est-ce qu'ils vont faire ci, ils vont faire ça? Donc, pour rassurer davantage la population, il faut communiquer assez. C'est dans cette droite ligne que j'inscris cette sortie du chef de l'État et qui, pour passer les informations, si ce n'est, disons, la presse, je pense que c'est très bien, c'est une opportunité pour nous également. Comme c'est une conférence de presse, ça veut dire qu'on va poser des questions, élever les points d'ombre, on va éclaircir les points d'ombre aux professionnels des médias qui, à leur tour, vont pouvoir informer les populations. C'est une bonne chose à mon avis. Ulrich Gaba, quelles sont les questions que vous aurez souhaité poser au chef de l'État? Une chose est claire, la première des choses, c'est son état d'âme aujourd'hui. Son état d'âme au regard de cet événement malheureux que tout le peuple béninois a subi. Et le plus important dans cette conférence de presse, c'est qu'il va falloir revenir sur certains détails, puisque le peuple est toujours assoiffé d'informations, de précision pour être beaucoup plus précis et sans redondance, bien évidemment. Et vous voyez, quand un événement de cette ampleur survient dans un pays où nous sommes dans une période électorale, donc période très sensible, c'est vrai que certaines personnes s'inquiètent.
C'est vrai que le porte-parole a donné des précisions, a donné quelques détails sur le déroulement de cette opération malheureuse, mais c'est toujours bien que, ça ne suffit pas. Que le premier concerné dans cette affaire puisse véritablement se prononcer. C'est vrai que nous avons également beaucoup reproché au président de la République de ne pas souvent accorder la parole à la presse béninoise, et je pense que ces occasions sont de rares événements que la presse béninoise, mais la presse internationale bien évidemment aussi, peut saisir pour véritablement avoir tous les détails autour de ce problème. Mais je suis certain qu'il ne parlera pas que de cet événement malheureux. Il pourra aborder quel autre sujet également, parce que vous savez que le 23 prochain, il fera son discours sur l'état de la nation. Certainement qu'il abordera également les performances enregistrées par le Bénin depuis quelques mois ou depuis quelques années. Il parlera aussi du vivre ensemble, parce que je pense que c'est ça qui est le plus important, le vivre ensemble, la cohésion nationale, mais aussi le grand mal qui décime les populations béninoises, cette violence que nous enregistrons dans les zones frontalières au nord du Bénin, et qui aujourd'hui sèment la terreur plutôt au sein des populations. Donc je pense qu'il y a beaucoup de questions qui taraudent les méninges des Béninois et qui voudraient également avoir ces réponses-là du premier Béninois qui offre justement cette occasion. Franck Arnon, sur le dossier de coup d'État déjoué, quelle clarification il faut espérer du chef de l'État? À mon avis, la plus importante des choses en ce moment, c'est demain. De quoi, que nous réserve demain, parce que le plus dur est passé, on a maîtrisé, on a déjoué, on a obligé ces mutins-là à battre en retraite, et le plus important, c'est l'avenir. Comment est-ce que nous allons nous comporter pour que ces genres de forfaiture ne se répètent plus dans notre République, et les dispositions prises pour sécuriser davantage l'institution que représente le président de la République. Parce que s'il était tombé aux mains des mutins, on ne serait pas là aujourd'hui. Le pays aurait basculé dans le chaos. On aurait reculé de plusieurs années en arrière avec, les appétits des voisins, de la sous-région, qui veulent voir le Bénin tomber pour pouvoir profiter de sa position stratégique et tout. Et donc, nous serons sous domination. C'est-à-dire que les gens vont nous exploiter pour assouver leur désir. Donc, je pense que c'est l'assurance qu'on va donner de ce qui va se passer demain. J'écrivais avec une amie hier seulement, et ça, je raconte ce que j'ai vécu. J'ai mis en statut, je crois, quelque chose, je ne me rappelle plus. Et elle dit, non, on a juste peur. J'ai dit, mais vous avez peur de quoi? Elle dit, on ne sait pas. On ne sait pas demain ce que sera demain. J'ai dit non, n'ayez pas peur, ayez foi en Dieu, par exemple. Moi, en tant que citoyen croyant, c'est la réponse que j'ai pu servir à cette amie-là, qui s'inquiète depuis que cette affaire-là s'est produite dans notre pays. Donc vous imaginez, quand on a écouté le chef de l'État, c'est de dire aux Béninois, la situation est véritablement sous contrôle. Au niveau de l'armée, nous sommes en train de faire un travail pour qu'il y ait davantage de cohésion. Au niveau des institutions de la République, nous sommes tous engagés pour que nous ne vivions plus ces événements-là. Et parce que nous entrons bientôt, je crois, à partir du 27, dans une période encore plus sensible, la campagne électorale qui va déboucher sur l'élection le 11 janvier prochain. Donc tout cela, je pense que les mots du chef de l'État doivent rassurer les populations pour dire je suis toujours là, je tiens et je suis encore maître du jeu. C'est très important que les populations puissent l'écouter. Comme on n'a pas l'habitude de souvent l'entendre de façon répétée dans la presse, je pense que sa sortie est très attendue et les populations vont en tirer beaucoup de leçons. Et la plus grande leçon, c'est l'assurance pour demain. Ulrich Gaba, après ce coup d'État déjoué, nous savons que la justice est en action. Il y a des interpellations. Il y a des acteurs qui sont aujourd'hui aux mains de la justice dans la perspective justement de faire la lumière sur cette affaire. Pensez-vous que le chef d'État pourra justement évoquer en tout cas quelques acteurs où on parle aussi des pays voisins qui seraient impliqués dans cette tentative? Est-ce que le chef d'État pourra lever un coin de voile sur ces implications-là?
il pourra surfer légèrement sur ces aspects, mais une fois que ces dossiers sont déjà au mains de la justice, je pense qu'il voudra laisser la justice faire son travail, afin que toute la lumière soit faite. On connaît le président Patrice Talon, on sait que c'est une personne qui ne dit pas tout, mais en peu de mots, dit beaucoup de choses. Donc, il va certainement surfer là-dessus très rapidement, en laissant la justice faire son travail pour qu'il n'y ait pas immixtion de l'exécutif dans le judiciaire. Mais l'autre chose, je suis certain qu'il parlera aussi des leçons à tirer de cet événement malheureux que nous avons enregistré, parce que, qu'on le veuille ou non, ce n'est pas, quand on parle de coup d'État, quand on parle de coup de force, c'est vrai que c'est l'euphorie d'une journée, mais c'est par endroit, sinon dans la plupart des cas, le chaos de plusieurs années. Et parce qu'il arrive un moment où on s'emballe très vite, on loue ce qu'on appelle les libérateurs, mais à la fin, on se retrouve dans une période de décadence totale et plus rien n'est contrôlable. C'est assez difficile. On a vu la transition dans d'autres pays, une transition devenue très élastique. Et aujourd'hui, on ne voit pas encore les élections pointer à l'horizon. Donc vous voyez, c'est un chaos qui pointe à l'horizon. Donc, il y a les leçons à tirer. L'autre chose, il y a le diagnostic réel du mal-être qui crée des dissensions au sein de la population. Est-ce qu'il faut envisager un dialogue national à la longue? C'est possible. Mais le plus important, c'est de faire en sorte que, de plus en plus, cette cohésion nationale, ce mal-être disparaît, se dissipe au profit de la cohésion nationale. Donc, je pense que ce sont les aspects sur lesquels le président va surfer et aussi rassurer les populations qu'aujourd'hui, la légitimité et la souveraineté de l'État béninois est garantie. Merci à vous. Ulrich Gaba, merci à vous, Franck Arnon. Ce soir, justement, Canal 3 vous donne rendez-vous pour une émission spéciale décryptage de cette conférence de presse. Le chef de l'État peut sans doute justement aborder plusieurs sujets. On y reviendra justement en soirée dans une émission spéciale avec un invité pour décrypter justement les différents aspects que le chef de l'État aura abordés durant cette conférence de presse. Elie, après nous, vous allez suivre la revue de presse et puis à 10h30, la rediffusion de votre émission L'Info continue. À 13h, vous avez rendez-vous avec le service de la rédaction pour le journal de 13h. Merci, portez-vous bien et à très bientôt.